Je me faisais une réflexion ces derniers jours par rapport justement au rapprochement russo-américain, mais aussi toutes les complexités que ça incombe, parce que comme on en a déjà parlé dans ces vidéos, bien évidemment qu'il y a des affinités idéologiques entre Poutine et Trump, une fascination pour les pouvoirs forts, pour les pouvoirs autoritaires, une fascination pour aussi les grandes choses. Quand on regarde par exemple quelqu'un comme Trump expliquer devant les caméras du monde que la frontière entre le Canada et l'Amérique, c'est très moche et que ce serait tellement beau, cette grande terre, tous ensemble avec le Groenland, etc. Ça rappelle de près ou de loin un peu la fascination que les Russes ont pour leur propre territoire et que dans la mentalité russe, au bout du compte, un grand pays, c'est tout simplement un grand pays. Pour nous, un grand pays, c'est un pays qui prend soin de ses populations, qui a une retraite, une pension, qui a des écarts de richesse pas trop prononcés. Mais pour la Russie, pour les Russes, avec cette vision vraiment d'un empire sans frontières, un grand pays, c'est quelque chose qui est grand. Et c'est plus ou moins la même chose avec Donald Trump, mais il se trouve qu'après 2 3 mois de Donald Trump à la Maison Blanche, il y a un peu des grains de sable qui commencent à rentrer dans la machine du rapprochement. Parce que si les États ne sont pas proches, c'est pas tant à cause de la personnalité de leurs dirigeants, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des intérêts parfois qui sont complètement divergents. Et on a beau vouloir se taper dans la main, se taper sur le ventre et dans le dos, on est souvent rappelé à ce qu'on pourrait appeler de manière vulgaire la réelle politique, à savoir tout simplement que les pays ont des intérêts et les pays cherchent à protéger leurs intérêts. Et en ce qui concerne, beaucoup de gens ont parlé de plusieurs scénarios qui pouvaient expliquer un peu le rapprochement russo-américain. Certaines personnes parlent d'une volonté trumpiste de détacher la Chine de la Russie. Euh, Comme j'ai déjà dit sur cette chaîne, j'y crois pas trop, mais j'en reparlerai à un autre moment. Euh, un second scénario était le scénario qui, à mon sens, est encore plus loufoque, qui serait qu'on fait face à une forme de nouveau pacte germano-soviétique tripartite entre la Chine, la Russie et les États-Unis, à savoir l'Amérique se concentre sur le Groenland, le Canada et l'Amérique latine, la Russie prend l'Europe et l'Ukraine, et la Chine remet son grappin sur l'ensemble de l'Asie et en particulier Taïwan. Alors ça, par contre, c'est une théorie auquel je ne crois vraiment pas, parce qu'au bout du compte, c'est l'Amérique qui est complètement perdante dans cet accord. Et alors, autant j'ai pas vraiment beaucoup d'attentes de la part de l'administration Trump et de sa capacité de gestion, voire de sa capacité stratégique, mais je ne les crois pas suffisamment idiots que pour justement céder à de telles bassesses intellectuelles. Par contre, moi, là où je pense qu'il y a beaucoup plus quelque chose d'intéressant en sous-bassement dont on ne parle pas beaucoup et qui pourrait faire vraiment capoter la relation ou la bromance ou la tentative ou la volonté de bromance russo-américaine, c'est tout simplement l'Iran. Et ce pour plusieurs raisons. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine et sur cette chaîne on parle d'Ukraine bien évidemment, mais de politique et de relations internationales. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Mais sans plus tarder, essayons de comprendre comment en fait l'Iran pourrait vraiment être la pierre d'achoppement de la relation russo-américaine, parce que quand on regarde de près, on se rend compte que on est sur des volontés politiques complètement différentes. Alors bien évidemment, lors des appels téléphoniques entre Trump et Poutine, Trump a annoncé qu'ils avaient discuté du Moyen-Orient, mais la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, l'Iran va pouvoir avoir l'arme nucléaire? Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est complètement inadmissible et inacceptable pour l'Amérique, parce que ça signifierait que un Iran nucléarisé, ça rebat complètement l'équilibre des forces au Moyen-Orient et ça affaiblit bien évidemment les États-Unis et en particulier Israël, qui est un peu le bras armé des États-Unis au Moyen-Orient. Et bien sûr, Netanyahou est dans une campagne, pratiquement une croisade idéologique pour éviter à tout prix, et ce depuis 15 ans, hein, que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Et on sait que Netanyahou, ou du moins les mouvements sionistes aux États-Unis, ont l'oreille du président et aussi tout simplement sont des lobbies de pression très importantes. Alors pas du tout parce que lobby juif, etc., mais tout simplement parce qu'il y a les lobbies chrétiens évangéliques qui ont une vision eschatologique de la fin des temps, à savoir il faut qu'il y ait un retour des juifs en terre d'Israël pour que le Messie Jésus puisse revenir au bout du compte. Donc eux poussent au maximum cet agenda
politico-religio-sioniste. Et Trump, étant donné qu'il base un peu toute sa politique sur sa politique intérieure et la volonté de séduire son électorat, et en particulier sa base, et sa base pratiquement fanatisée, ce sont vraiment les évangéliques américains blancs, très important, les noirs c'est encore une autre histoire, mais je ferai un jour une vidéo là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a trop de pression interne et externe pour que Donald Trump accepte que l'Iran ait l'arme nucléaire. La Russie, de son côté, est dans une situation beaucoup plus ambivalente. En ce qui concerne l'Iran et les États-Unis, est dans une situation un peu d'équilibre désormais, parce que, alors, à l'époque Biden, la Russie était tout vent, tout flamme contre l'Amérique, le grand Satan, et etc. Mais maintenant qu'elle sait qu'elle peut jouer une carte avec Donald Trump, elle se retrouve dans une situation plus ou moins ambivalente où elle essaye de maximiser ses gains en Ukraine, gagner du temps, pas de cessez-le-feu, etc. On demande que l'Ukraine soit retirée, enfin que les demandes de l'Ukraine soient plus ou moins pas écoutées, pas d'OTAN, pas de garantie de sécurité, etc. etc. Et l'Amérique, en échange, en fait, pour l'instant, elle ne demande pas grand-chose sur le dossier ukrainien. Mais moi, de mon côté, je suis persuadé que, au contraire, peut-être qu'ils attendent rien sur le dossier ukrainien, mais très certainement, ils attendent quelque chose sur d'autres dossiers. Donald Trump est quelqu'un qui est très transactuel, il ne fait pas les choses gratuitement, même s'il aime beaucoup Vladimir Poutine, c'est pas suffisant que pour lui donner une victoire en Ukraine sans qu'il ait rien du tout en échange. Et je ne pense pas du tout que ce soit des investissements, même dans les terres rares en Russie, parce que là, on parle vraiment à l'horizon 2030, 2040, 2050, surtout que j'en ai fait une vidéo que je vous mets ici. Je ne suis pas convaincu aussi que les investisseurs américains aient vraiment envie d'investir en Russie tant qu'il n'y ait pas une vraie paix avec la Russie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, une nouvelle guerre, sanctions, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de raison profondément, peut-être à long terme, mais économique ou même sur des questions sur l'article, ça j'y crois pas trop. Par contre, un scénario qui me paraît beaucoup plus plausible, c'est que la Russie soit un peu pressurisée en échange de l'Ukraine, grosso modo, à lâcher l'Iran. Ça, j'y crois beaucoup plus. J'y crois pas du tout par rapport à la Chine, mais je crois vraiment que sur le dossier iranien, c'est quelque chose qui est encore... voilà, c'est vraiment une analyse personnelle, hein, donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis vraiment persuadé pour le coup que c'est quelque chose qui est beaucoup plus plausible dans l'équation. Et la question qui se pose, c'est vraiment est-ce que la Russie a des moyens de pression sur l'Iran? Et moi, je suis plus partisan du fait que on est soit sur une relation assez équilibrée entre la Russie et l'Iran, et s'il y a des équilibres dans la relation, c'est plutôt l'apport que la Russie donne à l'Iran que l'inverse. Parce que, comme on l'a dit, la Russie dépend de pays comme la Corée du Nord, dépend de pays comme l'Iran pour continuer sa guerre contre l'Ukraine. Et en ce qui concerne tout simplement l'Iran, eh bien, l'Iran fournit énormément de matériel militaire à la Russie. Par exemple, on estime que 80% de ce qui est utilisé pour attaquer les villes ukrainiennes chaque nuit provient de matériel iranien. Donc, notamment drones Shahid, qui sont des grands drones qui coûtent entre 20 000 et 30 000 dollars l'unité, qui font 3 mètres de haut et qui sont chargés d'explosifs et qui sont envoyés grosso modo toutes les nuits contre les villes ukrainiennes, sont des drones de fabrication iranienne. Il y a même des usines d'assemblage en Russie avec du personnel iranien qui aide à la création et à la construction de ces drones et de ces usines et qui sont utilisés contre l'Ukraine, et aussi tout simplement les missiles balistiques. Par exemple, si je me rappelle bien, la Russie produit entre 200 et 300 missiles balistiques par an et l'Iran lui en fournit 100 par an. Donc c'est grosso modo un quart des missiles balistiques qui sont encore une fois utilisés contre les villes ukrainiennes, qui sont de fabrication iranienne et qui viennent directement de l'Iran. Du coup, l'Iran est quand même un grand fournisseur et la Russie en a besoin. Et bien sûr, qu'est-ce que donne la Russie en échange? Alors la Russie ne donne pas de pétrole et de gaz, c'est pas comme si l'Iran n'en avait pas, mais la Russie en échange donne du retour d'expérience, bien sûr de matériel militaire, mais aussi, et c'est le plus important, et c'est là où je pense que c'est vraiment genre tout le dénominateur de l'équation, aide l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. Parce que c'est ça que les Iraniens veulent. Parce que les Iraniens, de leur côté, eux, ils ont perdu la Syrie, ils ont perdu le Liban, ils se font smasher la gueule, excusez-moi mon expression, par les Américains
en tout cas les Houthis, qui sont plus ou moins des proxys iraniens, se font un peu smasher actuellement par les Américains, parce que les Américains, ok d'accord, ils veulent faire une bromance avec les Russes. En attendant, les Houthis sont financés par les Iraniens et par les Russes, et ça arrange personne, notamment Washington. Et du coup, c'est là où, en fait, où le bas blesse, c'est que l'Iran se trouve dans une situation assez complexe, où d'un côté, elle a perdu Assad, elle a perdu le Hezbollah, elle est en train de perdre les Houthis. Il lui reste pas grand-chose pour pouvoir se défendre face justement à ce qu'elle appelle le grand Satan, à savoir l'Amérique et le petit Satan, à savoir Israël. Et elle sait que Israël est très insistant pour attaquer l'Iran et notamment détruire son complexe nucléaire qui est très protégé parce qu'ils ne font pas la même erreur que les Irakiens. Les Irakiens aussi essaient d'arriver à l'arme nucléaire et qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens ont bombardé et ils ont complètement tout détruit. Donc les Iraniens, ils ne sont pas complètement fous. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit leurs usines et centrales nucléaires dans des bunkers. Alors bien sûr, on pourrait toujours avoir l'effet Nasrallah avec des bombes qui perforent les bunkers, mais bon, voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même une opération militaire qui est complexe à mettre en place et que seuls les Américains et les Israéliens peuvent la mettre en place. Et les Israéliens supplient les Américains de pouvoir le faire. Et Joe Biden a toujours, bien sûr, refusé de le faire parce que ça voudrait juste dire une guerre avec l'Iran et une explosion totale. Mais Trump, lui, de son côté, en fait, il est assez jusqu'au boutiste en disant on ne va pas du tout laisser les Iraniens obtenir l'arme nucléaire. Et c'est pour ça que cette semaine, on a typiquement Donald Trump qui dit si les Iraniens essayent d'obtenir l'arme nucléaire, on attaquera de manière préventive. Les Israéliens qui sont à fond pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens ont commencé à vouloir montrer un peu leurs muscles et notamment on dit qu'ils allaient attaquer notamment la base militaire dans le Pacifique des États-Unis qui s'appelle la base de Garcia, qui est pas très connue d'ailleurs, qui est une petite base à 3000 km de l'Iran. Et en fait, c'est sur cette base-là que les Américains sont en train de stocker des bombardiers stratégiques, des bombardiers furtifs qui pourraient en fait faire une opération assez fulgurante contre l'Iran. Et la Russie, sur ce dossier-là, est un peu emmerdée parce que la Russie a dû faire un déclaré, un communiqué. Alors, c'est pas Lavrov, mais c'est son numéro 2 qui l'a fait, qui disait qu'il condamnait grosso modo les déclarations américaines et se disait prêt à soutenir les Iraniens. Et en fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'au bout du compte, même si bien sûr si l'Amérique attaque les Iraniens, la Russie va pas attaquer l'Amérique parce qu'en plus, le traité de janvier entre la Russie et l'Iran ne prévoit en aucun cas une clause de défense mutuelle, mais par contre, ça donnera le ton pour ce qui reste d'alliés aux Russes, à savoir typiquement la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord pourrait repenser son partenariat avec la Russie, pourrait aussi tout simplement faire pression sur la Russie pour que la Russie aide l'Iran. Grosso modo, on arrête de vous fournir des obus, et comme je l'ai dit, c'est 50% des obus qui sont utilisés sur la ligne de front qui sont coréens, un peu moins actuellement, mais à une époque c'était vraiment beaucoup. Elle va se retrouver sans le matériel militaire iranien, elle en a besoin pour sa guerre en Ukraine, et du coup, la Russie est un peu dans ce jeu d'équilibriste où la seule chose qu'elle peut apporter à l'Iran, c'est grosso modo le nucléaire, et en même temps, je suis persuadé que l'Amérique essaye de détacher la Russie de l'Iran. Mais en faisant ça, la Russie s'isole elle-même, met à mal des alliés comme la Corée du Nord, et surtout, en fait, la Russie dépend de la relation qu'elle a avec l'Iran, et la Russie, comme j'ai dit, n'a pas tant de moyens de pression sur l'Iran que Donald Trump pourrait le penser. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une équation diplomatique, géostratégique et géopolitique très compliquée pour la Russie, parce qu'elle marche sur des œufs. Parce que je pense que la stratégie des Russes pendant un petit temps, c'était de dire on arrête de parler des Ukrainiens, c'est pas un sujet important, on s'en fiche, et les Européens, c'est n'importe quoi, etc., etc. Sujet qui fonctionne très bien pour Donald Trump, étant donné qu'il a une détestation pour les Européens et un mépris, et si pas un mépris, du moins un désintérêt total pour l'Ukraine. Et lui, il a envie de se concentrer sur les vrais projets, les grands projets, sur les grands deals, etc. Sauf que là, pour l'instant, je pense que de ce qui avait été discuté, à savoir, je pense vraiment, coopération économique, article et l'Iran qui est un peu le court terme,
ça bloque complètement. Et ça montre un peu la duplicité russe. Et c'est là où on va voir comment est-ce que Donald Trump va réagir par rapport à ça, parce que la Russie ne va pas pouvoir, parce qu'elle ne le peut pas, tout simplement, se décrocher de l'Iran. Et du coup, on va revenir, à mon sens, je pense, tout simplement dans ce que sont vraiment les États et de ce que sont vraiment les diplomaties, à savoir tout simplement des personnes qui sont mues parce que veut tout simplement la réalité des choses à un instant T, parce que, comme le disait un grand géopoliticien dont j'ai oublié le nom, c'est que la géographie, ça sert à faire la guerre, et que parfois les guerres ne commencent que parce qu'il y a des tensions géographiques, mais aussi les guerres ou les relations diplomatiques fonctionnent parce qu'il y a des entités qui partagent des intérêts communs, similaires, et je ne parle même pas de valeurs. Et le problème, c'est que je pense que l'Amérique de Donald Trump va se réveiller au fait que la Russie n'est pas un allié pour un nombre incalculable de raisons qui ne sont même pas du tout liées aux valeurs de Vladimir Poutine ou de la Russie, mais la Russie n'est pas un allié de l'Amérique pour des raisons purement de réel politique et d'alliance, et que les vrais alliés des Américains, qu'on le veuille ou non, ça reste les Européens et aussi les Ukrainiens, on a tendance à l'oublier, et que par conséquent, la réalité géopolitique est en train de frapper à la porte de Donald Trump. Et alors, est-ce qu'il va se réveiller et comprendre que, en fait, non, Poutine n'est pas un allié, parce que même s'il voulait être un allié, il y a beaucoup trop d'intérêts qui sont divergents avec l'Amérique, notamment sur le dossier iranien. Et du coup, est-ce que l'Iran ne va pas être un peu justement le wake-up call? Et du coup, est-ce que l'Iran ne va pas être justement le Pearl Harbor de Trump pour se rendre compte qu'il ne peut pas dealer avec la Russie et que la Russie est trop empêtrée dans ses alliances qui sont des alliances contre nature pour le pouvoir en place à Washington. Mais ça, l'histoire nous le dira, donc restez attentifs et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.